Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va voir tout ce qu'on peut faire sur un DEX. Attention cependant, il y a deux familles de DEX. Il y a ceux sur lesquels on va pouvoir échanger des cryptos et aussi en déposer dans des pools de liquidité. J'ai déjà eu l'occasion de faire deux guides sur deux DEX de ce type, Balancer et Maverick. Cette fois-ci, on va voir l'autre type de DEX, celui sur lequel on va se rendre pour aller trader. Alors il y en a plein des DEX de ce genre et aujourd'hui on va voir tout ce qu'on peut faire sur Apex ou ApeX, appelez-le comme vous voulez. Je précise que j'ai l'opportunité de faire cette vidéo en partenariat avec ApeX. Donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation qui vous permettra d'avoir moins de frais sur le protocole. Parce que tant qu'à utiliser un DEX, autant avoir moins de frais pour ça. Et petit disclaimer habituel, mais ceci n'est pas un conseil en investissement. Le trading, c'est un outil financier, donc ça peut être risqué de l'utiliser. Et comme avec tous les outils, on va pouvoir imaginer plusieurs cas d'utilisation. On va pas juste parier à la hausse et à la baisse en utilisant ce protocole. Je pense que j'ai attisé la curiosité de plus d'un d'entre vous, donc on perd pas plus de temps et on passe tout de suite sur mon écran pour voir tout ce qu'on peut faire sur ApeX. Au passage, j'en profite, laissez un j'aime sous la vidéo si elle vous plaît et s'il y a d'autres protocoles que vous aimeriez voir avec ce format de vidéo, proposez-les-moi en commentaire. Je vous garantis pas de faire une vidéo dessus, mais au moins ça me donnera des idées. Donc là, je suis sur l'accueil de ApeX, je vais direct me rendre sur l'application, je vais devoir cliquer sur le bouton Trade Now ou Trade juste ici pour accéder à mon compte entre guillemets. Et là, la première étape, ça va être de connecter mon portefeuille. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui marche pas très bien sur ça, c'est-à-dire qu'on peut connecter soit un portefeuille Web3, MetaMask, Trust Wallet et compagnie, soit on peut se connecter via Twitter, via Google, etc. En réalité, si on choisit de connecter un compte Google, un compte Twitter, ça va utiliser un service tiers qui s'appelle Particle et en gros, ça va vous permettre de lier une adresse sur la blockchain à un compte Twitter, etc. Le souci, c'est que ApeX, il gère pas les adresses de Particle. Donc c'est un peu cocasse de proposer le fait de se connecter avec un compte Twitter ou quoi alors que ça marche pas au bout. Donc pour l'instant, si vous voulez utiliser le protocole, ce sera avec un wallet. Il y a plein de tutoriels qui existent sur ça, on a même le wallet de Bybit. Mais moi pour cette vidéo, j'utilise le wallet Rabby. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on le retrouve pas sur l'interface. Ça, c'est pas très grave. Que ce soit sur ApeX ou sur d'autres protocoles, quand vous utilisez Rabby ou quand vous utilisez un autre portefeuille et qu'il n'est pas visible, vous cliquez sur MetaMask et la plupart du temps, dans 99% du temps, ça marche. J'ai pu me connecter. Maintenant, il faut que je fasse un petit truc en plus. Il faut juste que je fasse une signature. Une signature, c'est pas une transaction, c'est un message que vous allez signer pour bien prouver que c'est vous qui déteniez cette adresse. Donc j'ai juste à cliquer sur le bouton de signature, à valider ma signature et c'est bon, j'ai accès à ApeX, je vais pouvoir commencer à faire quelques carabistouilles, enfin pas tout de suite, va falloir que je dépose soit des USDC, soit des USDT sur mon compte. On va aller voir un petit peu pourquoi il y a une différence, pourquoi il y a deux stablecoins qu'on peut déposer. Mais avant, je voulais faire un petit point sur ça, c'est que ApeX, on peut le retrouver sur Mainnet, donc aller faire des transactions réelles, entre guillemets, avec ses vrais cryptos, mais il y a aussi une version en testnet. Donc si jamais vous avez envie d'essayer le protocole sans miser du vrai argent entre guillemets, et vous pouvez utiliser la version testnet. Si vous voulez utiliser le testnet, va falloir aller sur ce petit onglet où il y a le robinet, parce que Info7 en anglais ça veut dire robinet, et ça va vous permettre d'avoir une petite quantité d'Ethereum pour payer les frais de transaction sur le testnet. Encore une fois, c'est des faux Ethereum, entre guillemets, c'est des Ethers de testnet. Vous aurez aussi des USDC, des USDT, et vous allez pouvoir les déposer et faire quelques trades virtuels pour le coup. Je pense que c'est important de le mettre en avant parce que si vous avez envie d'utiliser ce genre de protocole, mais que vous n'êtes pas trop à l'aise dessus, c'est bien d'avoir un petit bac à sable pour tester tout ça. Donc je repasse sur le mainnet parce que là on va aller voir tout ce qu'on peut faire concrètement sur le protocole et la première chose à faire, comme je vous ai dit, ça va être de déposer des USDC ou des USDT. Pour déposer sur le protocole, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a un bouton que je cache avec ma webcam qui est juste là où je peux déposer mes stablecoins ou les retirer. Mais on peut aussi aller sur le tableau de bord ou dashboard en anglais et ici on va retrouver les boutons déposer et retirer. Moi j'ai besoin de déposer donc je vais cliquer sur le petit bouton deposit et là on a le choix. Comme je vous ai dit, on a l'USDC, on a l'USDT sur ApeX. En fonction du stablecoin que vous allez choisir,
vous ne pourrez pas trader les mêmes cryptos. On ira voir d'ailleurs juste après les cryptos qu'on peut trader en fonction du stablecoin qu'on a choisi. Pour ma part, j'ai déjà choisi ça, donc je vais choisir d'avoir de l'USDC sur ApeX. Et ensuite, je peux choisir depuis quelle blockchain je dépose mes stablecoins. D'ailleurs, je suis pas obligé de déposer des USDC. Si je veux, je peux très bien déposer des USDT et ils vont être convertis automatiquement en USDC. On peut même déposer de l'Ethereum et la conversion va se faire automatiquement en USDC. Ah, j'avais pas vu ça, mais du côté de Mental, pour le coup, on n'a pas le choix. On peut déposer que de l'USDC. Du côté de Polygon, on a le choix aussi. On peut déposer du Matic, par exemple. Bon, je vais pas vous faire toutes les blockchains. Je vous laisse regarder ce qu'on peut déposer en fonction de la blockchain qu'on choisit. Moi, j'ai choisi la Binance Smart Chain, l'USDC. Donc, je choisis la quantité d'USDC que je veux déposer. J'ai 200 $ à peu près sur ce portefeuille. Ça me servira amplement pour vous faire ce tutoriel. Donc, j'approuve les USDC dans un premier temps. Ça, c'est classique sur toutes les blockchains EVM. On est obligé d'approuver quand on veut échanger, quand on veut déposer sur un protocole. Donc, j'approuve ma quantité d'USDC. Je suis satisfait avec ce que j'ai mis. Et maintenant que c'est approuvé, je peux confirmer mon dépôt. Donc là, je peux passer ma transaction, la vraie transaction où mes USDC vont être déposés. D'ailleurs, sur Abi, ce qui est bien, c'est qu'on a une simulation de nos transactions. C'est pas le seul wallet à faire ça, mais c'est quand même un plus par rapport à des wallets comme MetaMask qui ne le font pas encore. Donc là, il y a bien 200,7 USDC qui sortent de mon portefeuille. A priori, tout se passe bien, donc je confirme ma transaction. Voilà, mes USDC viennent d'être déposés. J'ai la petite notification ici. Je vous avais dit qu'il y avait une différence entre USDT et USDC. On va aller voir ça. Là, je suis toujours sur le tableau de bord, sur l'onglet Overview. Et si je regarde les paires USDT et USDC, eh ben, on n'a pas les mêmes altcoins. Sur l'USDC, on va retrouver les plus gros altcoins, on va dire. On n'a que des altcoins du top 100, si je dis pas de bêtises. On a peut-être le token de Blur ou de WorldCoin qui sont au bord du top 100, mais il me semble qu'on n'a que des alts dans le top 100 sur les marchés avec l'USDC. Et avec l'USDT, on va voir des choses un peu plus dégènes, par exemple. On va retrouver le token Ordinals, on va retrouver le token Big Time, des Memcoin et compagnie, le token de Peace Network. Enfin, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes paires. D'ailleurs, il y a aussi des cryptos qui sont dans le top 100 et qui pour autant ne sont pas disponibles sur l'USDC. Donc je sais pas trop pourquoi il y a certaines paires que en USDT, d'autres que en USDC. Et bien évidemment, les paires principales, donc Bitcoin et Ethereum, on va les retrouver avec les deux stablecoins. Donc si vous voulez juste trader, parier sur du Bitcoin, sur de l'Ether, il n'y aura pas de souci si vous choisissez l'USDC ou l'USDT, vous aurez la possibilité de le faire. Un petit détail avant de rentrer dans le vif du sujet de comment poser des trades, etc., c'est par rapport aux frais de retrait. Forcément, c'est bien d'aller déposer sur ApeX. Il y a peut-être un moment où vous allez avoir envie de sortir du protocole et c'est important de le savoir, mais vous avez des frais si vous sortez du protocole, 2 $ de frais, ce qui n'est pas excessif. Enfin, ça va dépendre de la quantité que vous voulez sortir, bien évidemment. En tout cas, les frais sont fixes, donc peu importe combien vous sortez, ce sera 2 $. Et ça, c'est pareil que ce soit pour l'USDC ou l'USDT. Attention quand même, ce sera 2 $ sur toutes les blockchains, sauf Ethereum. Bien évidemment, sur Ethereum, avec les frais de transaction, etc., ce sera pris en compte, donc il y aura plus de frais de retrait. Soyez prudents. Voilà, on a fini un peu l'introduction, les bases à avoir sur ApeX. On peut aller voir maintenant comment on trade sur le protocole. Donc pour ça, on se rend sur le bouton Trade, tout simplement. Et là, on va pouvoir retrouver une interface classique. Donc on a notre graphique. Pour l'instant, je suis sur Bitcoin et je peux changer plein de choses sur ce graphique. Là, je l'ai mis en une semaine. Donc, chaque bougie sur le graphique, c'est égal à une semaine. Mais je peux mettre en daily, donc un jour, en 4 heures, en 1 heure, en mois, peu importe, je fais ce que je veux. Je peux rajouter aussi mes petits indicateurs sur le graphique. Bon, je suis pas spécialement trader, donc je m'intéresse pas spécialement à ça, mais si ça peut vous être utile, vous avez la possibilité d'ajouter vos indicateurs préférés sur votre graphique. Et je le répète, mais faites bien attention à être sur la bonne version si vous avez de l'USDC ou de l'USDT. Les paires avec l'USDC, elles seront toujours notées comme ça, elles termineront par USD, donc là on a le Bitcoin USD, et les paires avec l'USDT, vous voyez c'est précisé, c'est le Bitcoin USDT. En plus du graphique, on a plein d'autres informations. Là, on a le carnet d'ordre. On peut voir en ce moment où est-ce qu'il y a des gens qui sont positionnés à l'achat et à la vente sur le Bitcoin. Juste ici, on a la possibilité de mettre nos trades et ça, c'est ce qu'on va aller voir en détail. Déjà, la chose la plus importante, c'est est-ce que vous allez mettre un ordre en limite ou en market. En market, ça correspond juste à acheter tout de suite des bitcoins au prix où les gens le proposent. Donc pour l'instant, on voit que les gens ils sont prêts à vendre des bitcoins autour de 72 700 $. Donc si vous mettez un ordre tout de suite à la hausse,
vous allez en acheter autour de 72 700 $. Pareil, si vous mettez un ordre à la vente, donc si vous voulez parier à la baisse sur Bitcoin, ce sera autour de 72 700 $. Et juste le temps que je fasse ma phrase, on est même à 72 600 $. Maintenant, si vous voulez attendre un prix en particulier pour parier à la hausse ou pour parier à la baisse, vous avez la possibilité de faire un ordre limite. Et là, disons qu'à partir de 75 000 $, je veux parier à la baisse sur Bitcoin, ou à partir de 70 000 $, je veux parier à la hausse sur Bitcoin. Et ben voilà, je peux le programmer. Ensuite, je choisis la quantité de Bitcoin que je veux acheter ou que je veux vendre. Donc je peux choisir par rapport à un pourcentage de mon portefeuille. Là, j'ai mis 25% pour illustrer ce trade. Et j'ai la possibilité de mettre directement un take profit et un stop loss. Un take profit, ça porte plutôt bien son nom, ça sert à prendre des profits. Donc si là mon ordre passe, si Bitcoin descend à 70 000 $, et ben je peux mettre un take profit à 72 000 $ par exemple. Et là, si Bitcoin remonte à 72 000 $, la position que j'ai va être vendue. Je peux mettre un stop loss aussi. Si jamais j'ai peur de me tromper et qu'au final Bitcoin va beaucoup plus bas que ce que j'imaginais, et ben je peux empêcher entre guillemets qu'il aille trop bas et mettre un stop loss à par exemple 68 000 $. Et à ce moment-là, si Bitcoin vient à 68 000 $, ma position va être coupée. Bon, s'il remonte juste après, tant pis, je suis sorti du marché, mais au moins ça me protège si je me suis trompé sur mon scénario et s'il descend encore plus bas que ça. Donc le take profit, le stop loss, ça va être des outils qui vont être assez utiles quand il y a des pics de volatilité. Ça peut être anodin, mais sur certaines cryptos, on a parfois pas mal de volatilité. Sur Bitcoin par exemple, sur le graphique que j'ai sous les yeux, il y a cette bougie là où il y a une mèche où on est descendu assez bas d'un coup sur Bitcoin, mais on est remonté. Et là, j'ai pris l'exemple de PP en 1 heure, donc une bougie c'est égal à 1 heure, et vous voyez que sur celle-là, on est monté super haut en l'espace d'1 heure et on est redescendu hyper bas. Donc c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité parfois en très peu de temps. Donc mettre des stop loss ou mettre des take profit, ça peut vous éviter de vous faire embarquer par cette liquidité. Je reviens vite fait sur Bitcoin parce qu'il y a un troisième type d'ordre qu'on peut lancer, c'est un conditional market ou un conditional limit. Alors le conditional market, je trouve qu'il est un peu con parce que ça revient à faire un ordre limite. En fait, vous mettez un prix qui va déclencher un ordre market, ça revient à faire un ordre limite. Par contre, ça peut être intéressant d'utiliser le conditional limit dans certaines situations. En gros, si le Bitcoin il atteint un certain prix, ça va déclencher un ordre limite. Et là, l'ordre limite, vous n'êtes pas obligé de le mettre au même prix. Par exemple, si Bitcoin il monte à 73 000 $, je peux mettre mon ordre limite en dessous, à 72 500. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Il y a plein de cas de figure qu'on peut imaginer. Ça peut être bien si on attend un prix en particulier pour s'exposer. Je sais que ceux qui aiment bien trader, qui aiment bien mettre des éléments sur leur graphique, ils repèrent certaines zones de prix et ils veulent rentrer sur une zone de prix, même si c'est un peu plus haut, même si c'est un peu plus bas, peu importe. Et du coup, là, on est quand même sur un outil qui commence à être pour des gens qui sont plus confirmés. Personnellement, moi, je m'en sers pas de ça. Je me contente juste de mettre un ordre limite, un ordre market si j'ai besoin de mettre mon pari tout de suite. Mais ça peut être bien si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées. Avant de lancer votre pari, vous voyez que moi, j'ai pas encore lancé le mien. Faites très attention à l'effet de levier. De base, la ApeX, il m'a mis en x10. Pour moi, un effet de levier x10, c'est du casino. Ça veut dire que si le prix du Bitcoin, il bouge de seulement 10% dans la direction contraire, donc si je parie à la hausse et qu'il va à 10% à la baisse, je suis liquidé. J'ai perdu l'argent que j'ai misé sur mon pari. Donc forcément, plus on va avoir un effet de levier élevé et plus on risque d'être liquidé facilement. Là, avec un levier x25, je suis liquidé si Bitcoin y va à seulement 4% dans la direction inverse. Et évidemment, si je mets un effet de levier x2, x3, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus safe. Alors ça veut pas dire que parce qu'il y a du levier, on doit faire du levier, c'est un outil comme un autre, ça vous permet d'avoir plus de liquidité. Donc si vous avez des convictions sur quelque chose mais que vous n'avez pas spécialement beaucoup de liquidité disponible, ça peut s'entendre d'utiliser un levier x2, x3, mais quand vous commencez à utiliser un levier x5, x10, x25, etc., là c'est clairement du casino. Vous jetez une pièce en l'air et vous espérez que le Bitcoin ou peu importe la crypto sur laquelle vous misez, elle va aller dans la direction que vous avez choisie. Donc naturellement, je vous incite pas du tout à faire de l'effet de levier. Faites attention aussi par rapport à l'effet de levier, il y a des frais qui sont cachés entre guillemets, c'est-à-dire que quand on va faire de l'effet de levier, on va avoir besoin de liquidité qu'on va emprunter et c'est pas gratuit d'emprunter. Donc vous allez avoir des frais par rapport à ça. Les frais, ils sont pas fixes autour de ça, ça va dépendre de s'il y a beaucoup de gens qui font du levier ou pas.
et pour l'instant j'ai la sensation qu'il y a pas mal de leviers qui sont ouverts, donc soyez prudents par rapport à ça. Moi je vais me laisser en levier x1 parce que j'ai pas nécessairement besoin de faire d'effet de levier, et là si je mets un effet de levier x1 et que je parie à la hausse, je peux pas être liquidé. Pour être liquidé, il faudrait que la crypto sur laquelle j'ai parié, elle aille à 0, donc autant dire que c'est impossible ou quasi impossible. En revanche, si vous pariez à la baisse avec un effet de levier même x1, et ben vous pouvez quand même tout perdre. Suffit que la crypto sur laquelle vous avez mis un short, elle fasse un x2 et vous avez tout perdu. Une dernière chose, tant que je parle de levier, c'est qu'il faut faire attention à ça. Sur ApeX, il n'y a que des ordres croisés, on ne peut pas faire d'ordre isolé. Ça change quoi qu'on soit en croisé ou en isolé? C'est quand même assez important de le savoir, mais quand on a un ordre isolé, en gros, on peut perdre que l'argent qu'on a mis sur un trade. Là, sur mon compte, j'ai 200 $, et si je mets 100 $ par exemple sur Bitcoin et que mon trade il est foiré, que je me retrouve à me faire liquider, à tout perdre, je perds les 100 $. Alors que si je mets un ordre croisé, je vais d'abord perdre les 100 $ de mon pari, si jamais je me suis trompé, et ensuite ça va continuer à prendre dans le reste de mes liquidités. Donc faites attention quand vous tradez sur ApeX, pensez à mettre des stop loss pour éviter que ça aille taper dans votre capital à côté. Je sais que même si je vous dis de pas faire l'effet de levier, il y en a qui vont le faire, qui vont essayer le x10, etc. pour voir ce que ça fait. Donc soyez pas fous et mettez quand même vos stop loss. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, moi je vais passer un ordre sur le Bitcoin, donc je me mets en market et je vais parier à la hausse. Ça veut pas dire que je vous conseille de le faire, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc je clique sur le petit bouton buy, je confirme, et il n'y a pas besoin de passer de transaction. Comme j'ai déposé les USDC sur mon compte ApeX, bah tout se fait instantanément quand je clique sur l'interface. Là, si je veux fermer mon trade, je peux choisir soit de le faire en market, soit de le faire en limite. Et normalement, j'ai bien expliqué, je suis pas obligé de revenir dessus. Si je clique directement sur le bouton market, ça va fermer directement mon ordre au prix du marché. Et si je clique sur le bouton limite, ben, je vais définir un prix auquel je vais pouvoir fermer mon ordre. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de tout fermer d'un coup. Si j'ai envie de fermer que la moitié de ma position, les 3/4, 1/4, peu importe, je peux le faire. Pour l'instant, je vais fermer toute ma position, donc je clique sur Market, je ferme tout, je confirme ça. Tant que je suis sur cette petite section en bas, vous voyez qu'il y avait mes positions qui étaient notées juste ici. Et ben, je peux voir plein d'autres informations, je peux voir l'historique des ordres que j'ai passés. Donc là, il y a le trade que j'ai passé à la hausse et ensuite le moment où je l'ai fermé. J'ai une section ici où je peux voir les profits et les pertes que j'ai réalisées. Bon, j'ai réalisé 11 centimes de perte parce que je suis ressorti aussitôt de mon trade. On voit même les frais qu'il y a eu sur ma position, donc j'en ai eu pour 7 centimes. Si je dis pas de bêtises, on a des frais autour de 0,05% quand on va faire des ordres au marché. Et il me semble que quand on fait des ordres limites, les frais sont plus faibles. Je vous mettrai cette information à l'écran pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Ensuite, dans Actif, on va pouvoir voir les ordres qu'on a et qui sont pas encore passés. Là, j'ai envie de mettre un pari à la hausse sur Bitcoin avec un ordre à 72 000 $. Et comme il n'est pas encore à 72 000 $, bah, c'est pas passé, je peux voir les ordres qui sont actifs. Je viens de vérifier, j'ai aussi mis un ordre sur Ethereum et on peut pas retrouver tous les ordres qu'on a mis, on a uniquement les ordres sur la crypto qu'on est en train de regarder en ce moment. Donc là, je vois que mon ordre pour le Bitcoin. Et la différence entre Field et Order History, bah, on peut voir que les ordres qui sont passés ici. Alors que dans Order History, on peut tout voir, même l'ordre que j'ai mis et qui n'est pas encore passé pour l'instant. D'ailleurs, je l'ai juste mis pour vous montrer comment ça marche. Si au final je change de plan, que j'ai plus envie de garder cet ordre, j'ai un bouton pour l'annuler, donc je peux l'annuler tout simplement en un clic. Tiens, il y a un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est comment on peut mettre un take profit et un stop loss si jamais on a oublié. À tout moment, vous avez possibilité de le faire dans les positions. Encore une fois, là j'ai rouvert un long sur Bitcoin et si je veux ajouter un take profit ou un stop loss, je peux le faire. Imaginons que je prenne mes profits à partir de 73 500 $, boum, je peux le faire. Je peux même choisir si je prends des profits sur 100% de mes bitcoins, sur la moitié, sur un quart, etc. D'ailleurs, j'ai pas le choix, hein. Si je choisis 100% ou 50%, ben, la quantité, elle change pas. C'est normal parce que la quantité minimale de bitcoin qu'on peut trader, c'est 0,001. Donc je peux pas vendre que la moitié. Là, pour le coup, sur cette position, je suis bloqué, entre guillemets, je suis obligé de tout vendre. Admettons du coup que j'ai envie de tout vendre. Je mets un stop loss au cas où, si jamais il va à 68 000 $, boum, je vends tout, j'ai pas envie de perdre plus. C'est bien, ça calcule directement les pertes que ça pourrait me faire en USDC et en pourcentage. J'ai mis des prix totalement arbitraires, j'ai pas du tout réfléchi à ça auparavant. Bref,
Je vais annuler tout ça parce que j'ai pas prévu de mettre un take profit, un stop loss. D'ailleurs, je vais aussi refermer l'ordre parce que c'était juste pour vous montrer. En plus du trading, on va pouvoir retrouver d'autres fonctionnalités sur ApeX, notamment une pool de liquidité sur laquelle on va pouvoir déposer des USDC. On va pouvoir la retrouver dans l'onglet Earn, c'est le petit bouton Smart LP V2, parce qu'a priori c'est la version 2. Et comment les intérêts sont générés sur cette pool de liquidité? En fait, vous êtes à la place du market maker. Vous allez apporter des liquidités pour les traders et du coup vous allez pouvoir générer des intérêts grâce à ça, parce que comme on l'a vu, il y a des frais quand on va utiliser de l'effet de levier, il y a des frais quand on va poser un trade, donc là on est entre guillemets à la place du casino sur cette pool de liquidité. Plus il y aura d'utilisation sur le protocole, plus il y aura de rendement. Pour l'instant on a un rendement qui est pas si faible que ça, il est quand même à 13% d'intérêt annualisé, mais c'est vrai qu'on est dans la saison sur la DeFi et que c'est pas un rendement ultra compétitif par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose qu'on peut faire avec des USDC pour l'instant, mais à surveiller si on repart dans un marché qui est moins volatile, qui est un peu moins euphorique. Si le rendement reste autour de 10-15% sur ApeX, ça peut être intéressant à mettre de côté. Ensuite, on va pouvoir aussi staker le token du protocole, parce que oui, le protocole a un token. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les vidéos, j'ai eu la chance d'en parler pour la première fois autour des 20 centimes, et il me semble qu'ensuite j'en ai reparlé dans une vidéo autour des 30 centimes, donc j'étais plutôt early sur le coup, parce que depuis ce début d'année, le token a explosé, il est aux alentours de 3,37 $, il est valorisé à 150 millions de dollars, et je vous rappelle que c'est quand même le DEX de Bybit. Donc je sais pas exactement ce qui a fait exploser autant que ça le token du protocole, je crois que c'est le fait qu'ils aient revu un petit peu leur tokenomics. Je suis pas là pour vous dire s'il faut acheter ou s'il faut vendre du token ApeX, c'est clair que j'ai plus du tout le même avis que la première fois où je vous en ai parlé à 30 centimes et à 20 centimes, mais si vous en avez dans votre portefeuille, vous pouvez le staker pour avoir des intérêts. Les intérêts sont en fonction de plusieurs choses. Si vous êtes actif sur le protocole, ça va booster vos intérêts. Plus vous les laissez longtemps en staking aussi, ça va booster vos intérêts. Et tous les intérêts sont en USDC. Vous pouvez staker le token sur Ethereum ou sur Arbitrum. Vous vous doutez bien qu'il y a un choix qui va coûter quand même vachement moins cher en frais de transaction, hein, c'est sur Arbitrum. C'est clair que les frais de transaction vont pas être les mêmes sur Ethereum. Donc si vous avez quelques dizaines ou quelques centaines de dollars de token ApeX, c'est sûrement plus judicieux d'aller les staker sur Arbitrum. Après, si vous êtes une baleine, je pense que vous pouvez vous permettre de le faire sur Ethereum. Pour l'instant, c'est plus d'actualité, mais sur ApeX, on a aussi des événements, on a des compétitions de trading, on a plein de choses qui apparaissent de temps en temps. Il y a pas longtemps, il y avait une compétition autour du Nouvel An chinois où on pouvait récupérer des prix. C'est passé malheureusement, mais si vous regardez ma vidéo plusieurs semaines, plusieurs mois après sa sortie, c'est pas impossible qu'il y ait des événements en cours. Généralement, vous allez les retrouver en haut. Là, vous voyez que l'événement, il était juste ici. Bon, j'ai gardé ma stratégie secrète pour la fin de cette vidéo. Pourquoi je vous ai parlé d'airdrop? Qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie autour des airdrops sur ApeX? A priori, ils ont déjà leur token, donc ce serait pas un airdrop du protocole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ben en fait, sur ApeX, on peut faire une stratégie qui s'appelle du delta neutre. Le delta neutre, ça consiste tout simplement à avoir une position à la hausse et une position à la baisse en même temps. Vous allez me dire, quel intérêt d'avoir une position à la hausse et à la baisse en même temps? Au final, les deux positions vont s'annuler et on va juste avoir des frais à payer sur ApeX. Donc c'est pas très intéressant de faire ça. Mais en fait, ça peut être utile si vous spéculez sur certains airdrops. Vous êtes probablement au courant, il y a eu une certaine hype autour du Celestia. Il y a des gens qui se sont rués sur le token, qui ont été en staké pour spéculer sur des airdrops. Et ben, si vous achetez du token Celestia pour spéculer sur des airdrops, mais que vous n'aimez pas ces tokenomics ou que vous avez peur que le token baisse en termes de prix, et ben vous pouvez parier à la baisse en même temps sur ApeX. Comme ça, peu importe dans quelle direction va aller le token de Celestia, vous avez une position qui est neutre et en fait les gains ça va être les airdrops que vous allez pouvoir générer avec ce staking de Celestia. Bien évidemment c'est de la spéculation, c'est pas dit qu'il y ait des airdrops qui tombent aux stakers de Celestia, ça se trouve c'était juste une hype temporaire et maintenant il n'y en aura plus du tout, qui sait. Mais en tout cas si vous avez des convictions par rapport à ça, sachez que si vous stakez du token Celestia, vous pouvez très bien le shorter en même temps pour avoir une position neutre, comme ça peut vous protéger si le token se dévalue. Je regarde ce qu'on a d'autre de disponible sur ApeX et là je vois qu'on a aussi le Toncoin. Le Toncoin il a pas mal pumpé récemment, je sais qu'on peut aussi spéculer sur des airdrops autour du liquid staking sur cet écosystème, donc là ça peut être le même principe. On peut acheter du Toncoin, aller le staker sur des protocoles pour spéculer sur leur airdrop et en parallèle parier à la baisse dessus
pour équilibrer notre position. Attention quand même, si vous faites cette stratégie, faites-le sans effet de levier. Vous mettez un effet de levier x1 pour éviter toute surprise, parce que si on a un peu de volatilité et que vous avez mis un effet de levier, vous risquez d'avoir de belles surprises. Plutôt de mauvaises surprises. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur le protocole ApeX. J'ai essayé d'être le plus complet possible. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Encore merci à ApeX pour le soutien. Pensez à utiliser le lien en description. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!